Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo, la vidéo numéro 8, concernant la correction de l'exercice aussi numéro 8, qui traite les méthodes de calcul des coûts. Dans cette vidéo, on va travailler sur la base de deux méthodes, la méthode du coût complet et la méthode du coût variable. Donc, avant de partager avec vous la correction et l'interprétation de ces corrections et des données de l'exercice, donc, je préfère commencer par un petit rappel des définitions ou des principes de base de ces deux méthodes. Donc, là, je commence par la méthode du coût complet. La méthode du coût complet qui consiste à imputer dans le calcul des coûts toutes les charges sans faire la distinction entre les charges fixes et les charges variables. Bien sûr, nous sommes dans la comptabilité analytique et lorsqu'on parle de toutes les charges, on parle des charges directes et charges indirectes. Et sans faire la distinction entre fixe et variable, donc c'est-à-dire que je prends la totalité. Donc, par exemple, si je prends les charges indirectes de production, vous allez trouver des charges fixes et des charges variables. Donc, on va pas faire cette distinction et on va sommer les deux charges et on va déterminer une seule charge qui correspond au calcul des coûts de cette méthode. Donc, c'est une méthode classique, très simple, et qui va nous permettre de déterminer le résultat réellement réalisé par l'entreprise. Donc, à la barakatillah, on commence la correction dans notre exercice numéro 8 que j'ai déjà interprété ces données dans la vidéo numéro 7. Donc, dans cet exercice, l'exercice numéro 8, il s'agit d'une entreprise Plasterix qui produit deux articles A et B à partir d'une seule matière première qui est le PVC. Donc, une entreprise qui s'appelle Plasterix qui a fabriqué deux produits A et B à partir d'une seule matière première qui est le PVC. Très bien. Les premières données que vous avez dans cet exercice sont des données sur les stocks initiaux. Les stocks initiaux. Donc, les stocks avec quoi on va commencer la période. Ces stocks initiaux sont que les stocks finaux de la période précédente. Donc, par exemple, le stock initial du 1er décembre, ce n'est que le stock final au 30 novembre. Donc, les stocks initiaux de cette période, ce n'est que les stocks finaux de la période précédente. Donc, vous avez un stock initial pour la matière première, vous avez la quantité et vous avez la valeur. Vous avez un stock initial pour le produit A, pareil, vous avez la quantité et vous avez la valeur. Et vous avez un stock initial pour le produit B, vous avez la quantité et vous avez la valeur. Lorsque je parle des valeurs, donc ici en comptabilité analytique, on raisonne en termes de coûts. Ces valeurs expriment des coûts. Pour la matière première, ce sont des coûts d'achat et pour les produits finis, ce sont des coûts de production. Et je vous ai dit que le coût est une somme de charges. Lorsque je dis coût d'achat, donc c'est-à-dire que le coût d'achat contient plusieurs charges. Premièrement, c'est le prix d'achat, le prix qu'on appelle notre fournisseur, et deuxièmement, les charges directes d'approvisionnement et les charges indirectes d'approvisionnement. Dans cet exercice, on constate qu'il n'y a pas de charges directes d'approvisionnement et charges indirectes d'approvisionnement. Donc, vous n'avez pas de frais d'achat. Les charges liées à l'approvisionnement sont nulles. Et vous constatez même dans l'annexe, il n'y a pas de centre d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de charge indirecte d'approvisionnement. Et en plus, il n'y a pas de charge directe d'approvisionnement. Donc, dans ce cas-là, le coût d'achat égale le prix d'achat. Donc, ce coût d'achat égale au prix d'achat, c'est pour cela, dans l'énoncé, lorsque vous avez les méthodes, vous avez le stock initial, 10 000 kg de matières premières, et vous avez en coût complet 60 000, coût variable 60 000, coût spécifique 60 000 et l'imputation rationnelle 60 000. Ce sont des coûts d'achat évalués dans toutes les méthodes. Et puisque vous n'avez pas de frais d'achat, donc il n'y aura pas de différence. Donc le coût d'achat égale le prix d'achat, quelle que soit la méthode. Donc c'est pour cela qu'on ne va pas calculer donc, le coût d'achat dans les autres méthodes, puisque le coût d'achat égale le prix d'achat. Mais normalement, vous avez des étapes à suivre. Vous avez des étapes à suivre que je vous ai données dans la première vidéo. Pour calculer le coût de revient, qui est la base de cet exercice, c'est de calculer le coût de revient et le résultat analytique de chaque produit. Il y a un enchaînement de calculs à respecter.
un enchaînement de calculs à respecter. Tout en commençant par le traitement des charges indirectes, c'est-à-dire le tableau de répartition des charges indirectes. Deuxièmement, le calcul du coût d'achat. Troisièmement, la fiche des stocks de matières premières. Quatrièmement, le calcul du coût de production. Cinquièmement, la fiche des stocks de produits finis. Et sixièmement, le calcul du coût de revient. Et à la fin, on calcule bien sûr le résultat analytique et on passe à la prise de décision. Donc voilà l'enchaînement de calcul qui va vous permettre de calculer le coût de revient et le résultat analytique. Passons à notre exercice qui est l'exercice numéro 8. Donc sachant que les premières données que vous avez, ce sont des données sur les stocks initiaux. Après, vous avez des données sur les entrées et les sorties, que ce soit de matières premières ou de produits finis. Et là, entrée de matières premières, c'est les achats. Par contre, entrée de produits finis, c'est la production de la période. Sortie de matières premières, c'est la consommation ou l'utilisation. Sortie de produits finis, ce sont les ventes. Et il y a un lien entre les entrées et les sorties. Donc ici, dans notre cas, vous avez entrée 20 000 kg et vous avez le prix d'achat 120 000 dirhams. C'est-à-dire que vous avez acheté 20 000 kg de matières premières avec un prix de 120 000 dirhams. Et puisque vous n'avez pas de frais d'achat, les 120 000 dirhams, ils seront bien sûr, ça va être le coût d'achat de matières premières. Les sorties de matières premières. À quoi servent les matières premières? Les matières premières vont servir à la production de A à deux produits, A et B. C'est-à-dire qu'on va transformer le PVC pour produire A et B. Donc, c'est pour cela que vous avez des utilisations pour A et des utilisations pour B. Donc, vous avez 15 000 kg pour A, 8 000 kg pour B. C'est-à-dire que vous allez consommer 15 000 kg pour produire combien de A? Bien sûr, vous avez des entrées de A, 19 000 A. Et vous avez 8 000 kg de B, de matière de consommation de matières premières pour produire le B. Donc, c'est-à-dire que vous allez consommer 8 000 kg de matières premières pour produire 10 000 B. Donc, voilà le lien entre la consommation de matières premières et la production des produits finis. Et à la fin, vous avez les sorties de produits finis, c'est-à-dire les ventes. Vous avez produit 19 000, mais par contre, vous allez vendre que 18 000 A. Vous avez produit 10 000 B, et par contre, vous allez vendre, donc les sorties, vous allez vendre 11 500 B. Donc voilà, les éléments concernant les données de cet exercice. Après, vous avez le prix de vente pour calculer le chiffre d'affaires de A et le chiffre d'affaires de B, ainsi que le chiffre d'affaires global. Et dans l'annexe, vous avez les charges directes et les charges indirectes. Donc, avant de calculer le coût de revient, donc l'étape numéro 1, c'est le traitement des charges indirectes. C'est le tableau de répartition des charges indirectes. Ce que vous voyez devant vous, c'est ça le tableau de répartition des charges indirectes, mais par la méthode du coût complet. Donc ici, vous allez constater que le total de répartition primaire, donc dans le tableau de répartition des charges indirectes, on constate l'organisation de l'entreprise. L'entreprise est représentée par 3 centres. Un centre auxiliaire, qui est l'administration, et 2 centres principaux, l'atelier et le service commercial. Donc, totale répartition primaire, vous avez le coût indirect de chaque centre. Combien a coûté chaque centre à l'entreprise? L'administration, vous avez 44 000. Donc, dans l'énoncé, l'administration, il vous a coûté qu'une charge fixe, vous avez le F fixe 44 000. Mais par contre, l'atelier, il vous a coûté 88 000 fixes et 88 000 variables. Et lorsque vous faites la somme de ces deux éléments, vous allez trouver les 176 000. Donc, pour les gens qui vont se demander d'où viennent les 176 000, donc vous allez voir dans l'énoncé atelier, en dessous de atelier, vous avez F et V, c'est-à-dire fixe et variable. Pour les fixes, vous avez 88 000 et pour les variables, vous avez 88 000. Si vous faites la somme des deux, vous allez trouver 176 000. Pareil pour le service commercial. Le service commercial, dans l'énoncé, vous avez fixe et variable, 26 000 fixes et 30 000 variables. Si vous faites la somme, vous allez trouver les 56 000. Donc, le total répartition primaire qui vous donne bien sûr le coût indirect de chaque centre. Et ici, on constate l'absence d'un centre principal qui est l'approvisionnement. Donc, il n'y a pas de frais indirects d'approvisionnement et même, il n'y a pas de frais directs d'approvisionnement. C'est pour cela qu'on a dit que le coût d'achat égale le prix d'achat. Donc, après la répartition primaire, on passe à la répartition secondaire. Dans la répartition secondaire, bien sûr, on prend les centres auxiliaires. On a un seul centre auxiliaire qui est l'administration.
Donc, on ne peut pas parler ici de prestations réciproques parce que vous n'avez pas de centre auxiliaire, vous n'avez qu'un seul centre auxiliaire qui est l'administration. Ce centre, il va fournir 50% de ses prestations à l'atelier et 50% de ses prestations au service commercial. Et puisque l'administration vous a coûté 44 000, donc on va mettre le signe moins. Le signe moins signifie que le coût total du centre sera affecté aux centres qui ont bénéficié des prestations de l'administration, puisque l'atelier va bénéficier de 50% des prestations de l'administration, donc il va supporter 50% du coût de l'administration. Donc 50% de 44 000, ça fait 22 000. Pareil, le service commercial va bénéficier de 50% des prestations de l'administration, donc il va supporter 50% des frais de l'administration. Donc voilà, le coût de l'administration, on l'a affecté sur l'atelier et le service commercial. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'on a fait? Regardez, le total des charges indirectes, c'est 276 000 au niveau de la répartition primaire. Et pareil, c'est 276 000 au niveau de la répartition secondaire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste centralisé toutes les charges indirectes au niveau des centres principaux. Donc, les charges indirectes de production, c'est 198 000 et les charges indirectes de distribution, c'est 78 000. Par la suite, on passe au calcul des coûts d'unité d'œuvre. Donc, pour le calcul des coûts d'unité d'œuvre, on commence par la nature d'unité d'œuvre. Ici, la nature, c'était heure machine. Heure machine. Heure machine. Et ici, 100 dirhams du chiffre d'affaires. Donc voilà, nombre d'unités d'œuvre. Donc la nature d'unité d'œuvre, c'est donc la définition de l'unité d'œuvre. Unité d'œuvre, c'est une unité de mesure qui va nous permettre de mesurer l'activité de chaque centre principal. L'atelier, c'est un centre de production. On a décidé de mesurer l'activité de ce centre par le nombre d'heures machines consacrées à cette production. Donc l'atelier, quelle est son activité? C'est la production. Qu'est-ce qu'elle a produit? Donc de 19 000 A et 10 000 B. Donc vous avez dans l'énoncé 3 800 pour A et 5 000 pour B. C'est-à-dire que l'atelier, pour produire 19 000 A, il a consacré 3 800 heures machine. Et pour produire 10 000 B, il a consacré 5 000 heures machine. C'est-à-dire pendant le mois de décembre, l'atelier il a travaillé 8 800 heures. Il a coûté à l'entreprise 198 000, ce sont les charges indirectes de production, contre quoi? Contre un travail de 8 800 heures. Donc, c'est-à-dire que chaque heure machine, il a coûté à l'entreprise 22,5. Par la suite, j'aurai besoin de calculer les charges indirectes de production de A et de B. Par contre, les 198 000, ce sont les charges indirectes de production de toute l'entreprise. Mais par contre, pour calculer les charges indirectes de production de A, je prends la quantité qu'on a consacrée à la production de A, 3 800 heures, fois le coût de l'heure, 22,5, et on va déterminer les charges indirectes de production de A. Pareil pour le B, donc 5 000 heures fois 22,5, ce sont les charges indirectes de production de B. Donc, ce qu'on va voir plus loin, une fois on commence le calcul du coût de production de A et le coût de production de B.
Donc, le chiffre d'affaires. Donc, pareil, le service commercial, on a constaté 56 000 plus 22 000, ça fait 78 000. Donc, c'est quoi les 78 000? Les 78 000, ce sont les charges indirectes de distribution. Les charges indirectes de distribution. Qu'est-ce qu'elle a distribué l'entreprise? Elle a distribué deux produits, A et B. Elle a vendu A et B. Et par quoi on a décidé de mesurer cette activité, c'est-à-dire quelle est la nature de l'unité d'œuvre? C'est 100 dirhams du chiffre d'affaires. Donc, on a réalisé combien de 100 dirhams de chiffre d'affaires? Donc, vous avez plus loin dans l'exercice, une fois on vous donne les ventes, vous avez le chiffre d'affaires réalisé, c'est 600 000 dirhams. 600 000 dirhams, c'est le chiffre d'affaires global. Vous avez réalisé 324 000 dirhams pour A et 276 000 dirhams pour B. Si vous faites la somme, vous avez trouvé 600 000. Donc, nous, on n'a pas choisi comme unité de mesure 1 dirham, on a choisi 100 dirhams. Donc, on doit diviser ce chiffre d'affaires par 100 et on va trouver 6 000. 600 000, il y a combien de 100 dirhams? Il y a 6 100 dirhams de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que chaque 100 dirhams de chiffre d'affaires me coûte 13 dirhams. Donc, 78 000 divisé par 6 000, ça fait 13. Donc, pour calculer maintenant les charges indirectes de distribution de chaque produit, je prends le nombre de 100 dirhams de chiffre d'affaires réalisé par produit et je vais le multiplier par 13 dirhams et je détermine comme ça les charges indirectes de distribution. Très bien. Donc, voilà la fin de traitement des charges indirectes, c'est-à-dire l'étape numéro 1. Donc, je passe à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est le calcul du coût d'achat. Donc, ici, dans cet exercice, on ne va pas calculer le coût d'achat parce que le coût d'achat est déjà calculé. Le coût d'achat égale au prix d'achat. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de frais d'approvisionnement. C'est exceptionnellement dans cet exercice. Mais par contre, vous devez mettre un tableau qui va vous permettre de calculer le coût d'achat, où vous allez mettre les éléments quantité, prix unitaire, montant, donc prix d'achat, charge directe d'approvisionnement, charge indirecte d'approvisionnement, total qui est le coût d'achat. Donc, après le calcul du coût d'achat, il y a la fiche des stocks. Donc, voilà la fiche des stocks. Voilà une conception standard. Donc, voilà, vous avez stock initial 10 000, donc 60 000. Les entrées, donc vous avez un stock initial de 10 000 avec un coût d'achat de 60 000 dirhams, c'est donné. Les entrées, ce sont les achats de la période. Nous avons acheté 20 000, le coût d'achat, c'était 120 000, c'est une donnée. Donc, notre problème, c'est de calculer, notre objectif, c'est de déterminer un coût d'achat unitaire qui va me permettre d'évaluer ma consommation. Donc, 6, c'est le coût d'achat unitaire moyen pondéré. Comment on l'a calculé? Donc, la valeur du stock initial plus la valeur entrée divisé par la quantité du stock initial plus la quantité entrée. 180 000 divisé par 30 000, ça fait 6 dirhams. 6 dirhams, c'est le coût d'achat unitaire moyen pondéré que je vais l'attribuer aux sorties. Sortie, c'est quoi? C'est la consommation de matières premières. Donc, vous allez me dire, d'où viennent les 23 000? Puisque vous avez consommé 15 000 kg pour produire A et 8 000 kg pour produire B, donc vous avez consommé la somme des deux, 15 000 plus 8 000, ça fait 23 000. Et ici, vous avez le coût d'achat de la matière première que vous avez consommé. Le stock final, donc total 30 000, moins ce que vous avez consommé, il vous reste à la fin de cette période 7 000, toujours au même coût, c'est 6 dirhams. Donc 6 dirhams, ça fait 42 000. Donc, cette fiche, on va l'adopter dans toutes les méthodes, puisque le coût d'achat égale au prix d'achat, quelle que soit la méthode. Exceptionnellement dans cet exercice, parce que vous n'avez pas de frais d'achat. Mais si vous avez des frais d'achat, bien sûr, vous devez refaire le calcul du coût d'achat et la fiche des stocks dans toutes les méthodes. Donc, après, c'est le calcul du coût de production, l'étape numéro 4, coût de production. Vous avez les éléments. Donc, vous avez plusieurs présentations. Donc, on va prendre cette présentation. Quand vous pouvez trouver d'autres présentations, on va faire quantité, prix unitaire, montant total, etc. On va faire 3 colonnes, etc. Donc, ici, vous avez le coût de production. Le coût de production égale à quoi? Le coût de production égale le coût d'achat de matières premières consommées.
Donc, le coût d'achat, coût d'achat de matières premières consommées. Elle est là. Donc, coût d'achat de matières premières consommées. Donc, pour produire 19 000 A, vous avez consommé 15 000 kg de matières premières et chaque kilogramme de matières premières il vous a coûté 6 dirhams. 6 fois 15 000, ça fait 90 000. Pour le B, donc pour produire 10 000 B, vous avez consommé 8 000 kg de matières premières. Chaque kilogramme de matières premières vous coûte 6 dirhams, ce qui fait que le coût d'achat de matières premières égale à 48 000. Les charges directes de production, s'élèvent, donc vous avez 19 000 et vous avez 40 000. Donc il y avait un petit décalage ici dans... Bon, je laisse comme ça. Donc, c'est 48 000. Ici, c'est 59 000. Et ici, c'est 42 000. Donc, 48 000, 42 000. Donc, par contre, ici, les charges indirectes, vous avez les charges indirectes de production. De production égale 22 dirhams,5, c'est le coût de chaque heure machine. Vous avez consacré 3800 heures machine à la production de 19 000 A. Et pareil, pour produire 10 000 P, vous avez consacré 5 000 fois 22,5 vous donne les 11 250, c'est-à-dire les charges indirectes de production. Donc, le coût de production égale donc coût de production de quoi? De 19 000 A égale à 23 450 et le coût de production de 10 000 B égale à 202 500. Donc voilà le coût de production de 19 000 A et le coût de production de 10 000 B. Donc après le calcul du coût de production, on passe au calcul ou à l'élaboration des fiches des stocks des produits finis. Les stocks initiaux sont les données que vous avez dans l'énoncé. Dans le premier tableau, vous avez 1000 unités de A avec un coût de production de 9 500. Puisqu'on utilise la méthode du coût complet, on va prendre le coût de production de la méthode du coût complet. Pareil pour le B, vous avez 2000 unités en stock avec
un coût de production de 37 500. Maintenant, nous avons produit donc les entrées 19 000 A et on vient de calculer juste en haut le coût de production de 134 500. Nous avons produit aussi 10 000 B avec un coût de production de 202 500 qu'on vient de calculer. Donc, le principe ici, ou la méthode qu'on a choisie pour l'évaluation des stocks, c'est la méthode du coût moyen unitaire pondéré. Donc, vous avez 20 000, 244 000 divisé par 20 000, donc la valeur du stock initial plus la valeur entrée, divisé par la quantité de stock initial plus la quantité entrée, égale à 12,2. Donc, ça, c'est le coût de production unitaire moyen pondéré qu'on va l'attribuer aux sorties. Bien sûr, les sorties, c'est quoi? Les sorties, ce sont les ventes. Nous avons vendu 18 000. Le coût de production unitaire de chaque produit vendu est de 12,2, donc 219 600. C'est le coût de production des produits vendus, des produits finis vendus. 219 600, c'est le coût de production des produits finis vendus qu'on va l'utiliser dans le calcul du coût de revient. Pareil, ici, on a trouvé le coût de production pour le B unitaire moyen pondéré, c'est 20. On va l'attribuer aux sorties et on va déterminer le coût de production des produits finis vendus. Donc, le stock final, ce qui nous reste en stock, bien sûr. Donc, voilà le calcul de la fiche des stocks et l'évaluation des sorties. Maintenant, le calcul du coût de revient. Donc, le coût de revient égal, vous avez une formule, c'est le coût de production des produits finis vendus, coût de production des produits finis vendus, plus les charges directes de distribution, plus les charges indirectes, bien sûr, de service commercial ou de distribution. C'est la même chose, puisque la distribution est représentée par le service commercial. Ici, cette première ligne, c'est la ligne des sorties qu'on vient de déterminer dans la fiche des stocks. 12,2, c'est le coût de production moyen pondéré. 18 000, c'est la quantité à vendre. 219 600, c'est le coût de production des produits finis vendus. Pareil pour le B. Les charges directes de distribution. Donc, vous avez le coût de production, les charges directes de distribution. Vous avez le coût de revient de A et le coût de revient de B. Bien sûr, vous avez fixe et variable. 5 200 plus 20 000. Donc, on ne fait pas de distinction entre fixe et variable. Je prends la totalité. Pareil, pour le B, vous avez le coût de revient de B et vous avez 3 850 fixes et 18 000 variables, ce qui fait les charges indirectes de distribution s'élèvent à 21 850. Les charges indirectes de distribution s'élèvent à 42 120 et ici 35 860. Donc, le coût de revient de combien? De 18 000. Ah, bien sûr. Et vous avez aussi le chiffre d'affaires de 18 000. Donc, vous avez un coût de revient. Donc, je fais la somme de cette colonne. Je détermine 286 920. Le chiffre d'affaires, c'est une donnée. Pareil pour le B. On va vendre 11 500. Donc, le coût de revient de 11 500. Donc, je fais la somme des trois. Je trouve 287 730. Et le chiffre d'affaires réalisé, bien sûr, c'est 11 500 multiplié par les 24, ça fait 276 000. Le résultat analytique, c'est la différence entre le chiffre d'affaires réalisé et le coût de revient. Chiffre d'affaires, coût de revient, donc 324 000 moins 286 920 égale à 37 080. Pareil, pour le B, le chiffre d'affaires, c'est 276 000, le coût de revient, c'est 240. Donc la différence, c'est moins 11 730. Donc, comment on va interpréter l'ensemble de ces éléments? Donc, le produit A a généré un bénéfice. Par contre, le produit B, il a généré une perte. Donc, d'après cette méthode, l'entreprise n'a pas intérêt à garder le produit B. Elle doit abandonner la production de B, puisque B, elle est déficitaire, il génère des pertes pour l'entreprise. Donc, c'est parmi les limites de cette méthode, c'est qu'il ne va pas nous permettre de prendre une décision qui est fiable. Donc, le fait d'abandonner le B, est-ce qu'il s'agit de la bonne solution? Donc, on n'a pas posé la question, est-ce que B, elle contribue à la couverture des charges fixes de l'entreprise ou pas? Donc, on a abandonné le B. Si on garde que le A, est-ce que le A va générer le même résultat positif qui est de 37 080? Donc, c'est ça la réponse. Donc, pour répondre aux besoins de cette entreprise, c'est-à-dire la prise de la bonne décision, on va passer à d'autres méthodes
que ce soit la méthode du coût variable, la méthode du coût spécifique ou la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes. Donc, le résultat analytique global, c'est la somme des deux résultats, 37 080 plus moins 11 730, ça fait 25 350. Donc, par la méthode du coût complet, on a déterminé un résultat analytique global qui s'élève à 25 350. Donc, on va dupliquer, on va prendre le même exercice, mais cette fois-ci, on va utiliser la méthode du coût variable. Donc, le principe de cette méthode, c'est qu'il va exclure toutes les charges fixes. On va travailler qu'avec les charges variables. Bien sûr, le résultat analytique qu'on va obtenir à la fin, ce n'est pas le vrai résultat. Donc, ce n'est qu'une marge sur covariable avec quoi on va contribuer dans la couverture des charges fixes. Et on va faire la concordance. C'est quoi la concordance? C'est le rapprochement entre le résultat analytique de la méthode du coût variable et le résultat analytique global de la méthode du coût complet. Puisque le résultat analytique de la méthode du coût complet représente le vrai résultat réalisé par l'entreprise. Donc, à la barakatillah, on passe à la deuxième méthode qui est la méthode du coût variable. Donc, vous allez constater au niveau du tableau de répartition des charges indirectes que l'administration, il ne vous coûte rien. Très bien. Pourquoi il ne vous coûte rien? Parce que dans les données, vous avez 44 000 dirhams fixes. Et si on exclut toutes les charges fixes dans la méthode du coût variable, on va exclure toutes les charges fixes, on garde que les charges variables. L'administration, il ne vous coûte rien. Par contre, l'atelier, il vous coûte que 88 000 variables. Et le service commercial, il vous coûte 30 000 aussi variables. Donc, le nombre d'unités d'heure, on ne va pas vous donner le détail, nature, etc. Donc, on sait que l'atelier, on a mesuré son activité par les heures machines et le service commercial par son dirham chiffre d'affaires. Donc, l'atelier ici, il a travaillé 8800 heures machines et le service commercial, il a réalisé 6100 dirhams chiffre d'affaires. Donc, le coût de chaque heure machine, c'est 10 dirhams et le coût de chaque 100 dirhams de chiffre d'affaires, c'est 5 dirhams. Donc, vous pouvez revenir aux données que vous avez dans l'annexe, dans l'énoncé bien sûr. Donc, on ne va pas calculer le coût d'achat et la fiche des soldes de matières premières parce que dès le début, je vous ai dit que, voilà, puisque vous n'avez pas de frais d'approvisionnement, vous n'avez pas de centre d'approvisionnement, vous n'avez pas de charge d'approvisionnement, le coût d'achat égale le prix d'achat. Et le prix d'achat est le même, quelle que soit la méthode. Donc, ça ne va pas changer. Le coût d'achat ne va pas changer. Et même la fiche des stocks qui va suivre après ne va pas changer puisqu'il n'y a pas de frais d'achat. Donc, je passe directement au calcul de coût de production tout en adoptant le même coût d'achat qu'on a calculé dans la méthode du coût complet. Donc, voilà. Donc, coût d'achat de matières premières consommées. Donc, le coût de production égale coût d'achat de matières premières consommées. Donc, voilà. Le coût de production égale coût d'achat de matières premières consommées. Pour produire 19 000 A, on a consommé 15 000 kg. Chaque kilogramme a coûté 6 dirhams, ça fait 90 000. Pareil, pour produire 10 000 B, on a consommé 8 000 kg de matières premières. Chaque kilogramme de matières premières, il a coûté 6 dirhams. Ça fait 48 000 dirhams comme coût d'achat de matières premières consommées. Les charges directes de production variables, bien sûr. Production variable, c'est 40 000 pour A et 30 000 pour B. Les charges indirectes de production, pareil, variable, on l'a déjà calculé dans le tableau de répartition des charges indirectes. Donc, vous avez 3 800 fois 10 et 5 000 fois 10. Donc, c'est le nombre d'heures machines consacrées à la production de A et la production de B. Pour produire 19 000 A, on a consacré 3 800 heures machines. Et pour produire 5 000 B, on a consacré 10 000 heures machines. Donc, ici, c'est le coût de production de 19 000 A et le coût de production de 10 000 B. Donc, voilà
le calcul du coût de production. Après le calcul du coût de production, on passe à la fiche des stocks. Pareil, c'est le même principe, le même mécanisme. Vous avez le stock initial, ce sont des données, sauf que ici, on va prendre le coût de production dans la méthode du coût variable, 6 000 et 22 000. Et ici, les entrées, on prend les entrées, c'est la production de la période. Nous avons produit 19 000, le coût de production, ce sont 68 000. Nous avons produit 10 000 et le coût de production, ce sont 28 000. Et après, on va calculer le coût de production intermoyen pondéré. C'est la valeur du stock initial plus la valeur entrée, 174 000, divisé par la quantité de stock initial plus la quantité entrée égale à 8,7. Et pareil, 22 000 plus 128 000, ça fait 150 000, divisé par 2 000 plus 10 000, ça fait 12 000. Donc 150 000 divisé par 12 000, ça fait 12,5. Et les sorties, bien sûr, seront évaluées à 8. On va vendre 18 000, le coût de production unitaire, c'est 8,5. On va vendre 11 500 B, le coût de production, c'est 12,5. Donc voilà le coût de production des produits finis vendus pour A et le coût de production des produits finis vendus pour B. Le stock final, ce qui vous reste, donc toujours évalué au même prix, c'est 8,7 et ici c'est 12,5. Donc voilà la fiche des stocks. Donc après, on passe à l'étape qui suit, c'est le coût de revient et le résultat analytique. Le coût de production, ici le coût de production des produits finis vendus, produits finis vendus, charge directe de distribution et charge indirecte de distribution. Voilà, vous avez le coût de production, donc c'est la ligne des sorties dans la fiche de stock qu'on vient d'élaborer, pareil. Les charges directes de distribution, vous l'avez variable, bien sûr. Variable, donc vous avez le coût de revient de A variable 20 000, le coût de revient de B variable 18 000. Les charges indirectes service commercial, on va se référer au tableau de répartition des charges indirectes. Là, on a déterminé que 5 dirhams, c'est le coût de chaque 100 dirhams de chiffre d'affaires. Et puisque nous avons réalisé 3 240 100 dirhams de chiffre d'affaires, donc les charges indirectes de distribution de A s'élèvent à 16 200 et les charges indirectes de distribution de B s'élèvent à 13 800. Le coût de revient de 18 000 A, c'est la somme de ces trois, ça fait 192 800. Le coût de revient de 11 500 B, c'est la somme des trois, c'est 175 550. Le chiffre d'affaires, c'est une donnée. Et bien sûr, le résultat analytique de 18 000 A et de 11 500 B, et sont là. Donc, 18 000 et 11 500. Voilà. Donc, on constate que les deux résultats analytiques sont des résultats analytiques positifs. Sont des résultats analytiques positifs. Ce ne sont pas les vrais résultats analytiques, ce sont que des marges sur covariables. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore déduit les charges fixes. On vient de déduire que les charges variables du chiffre d'affaires. Donc, le résultat qu'on a obtenu, ce n'est pas le vrai résultat, ce n'est qu'une marge sur covariable. Donc, cette marge sur covariable, donc on peut la sommer pour déterminer la marge sur covariable globale et faire la concordance avec le résultat analytique de la méthode du coût complet, puisque c'est le résultat analytique que l'entreprise a réellement à réaliser. Donc, voilà la marge sur covariable. Donc, à la fin de cette vidéo, donc, je vais essayer de vous faire la concordance. C'est quoi la concordance? C'est le rapprochement entre les deux résultats. Quelle est la différence entre le résultat de la méthode du coût complet et le résultat de la méthode du coût variable, puisqu'on a travaillé avec les mêmes données? Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux? Donc, quel est le lien? Comment on peut passer de ce résultat à l'autre résultat? Comment on peut passer du résultat de la méthode du coût variable au résultat de la méthode du coût complet? Sachant que je vous rappelle que nous avons trouvé que le résultat analytique global de la méthode du coût complet s'élève à 25 350. Ici, on a trouvé 233 650, 231 650. Quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux, ce sont les charges fixes.
que ce soit les charges fixes directes ou les charges fixes indirectes. Et même lorsqu'on va déduire les charges fixes directes et les charges fixes indirectes du ce montant, qui est la marge sur covariable globale qui s'élève à 231 650, on ne va pas trouver les 25 350. Pourquoi? Parce qu'il reste un autre paramètre, ce qu'on appelle la différence d'évaluation de la production stockée. La différence d'évaluation de la production stockée. C'est-à-dire, donc c'est quoi la production stockée? La production stockée, donc ici vous avez différence d'évaluation sur la production stockée. C'est quoi la production stockée? Donc si vous pouvez noter, la production stockée, c'est la variation des stocks des produits finis. C'est la variation des stocks des produits finis. Et dans ce cas-là, c'est le stock final moins le stock initial. Ce n'est pas comme du côté des charges, stock initial moins stock final. Non, du côté des produits, c'est le stock final moins le stock initial. Le stock final moins le stock initial. Donc, je vais y ajouter ici la production stockée, c'est le stock final moins le stock initial. Mettre entre parenthèses stock final moins stock initial des produits finis. Donc, on va faire ça pour la méthode du coût complet et pour la méthode du coût variable. Donc, on va vous expliquer d'où viennent les 34 400 et les 47 000. 34 400, c'est le stock final du coût complet, stock final de A et stock final de B. Et 47 000, c'est le stock initial dans la méthode du coût complet, c'est-à-dire stock initial de A plus stock initial de B. Donc, je vous donne le détail qui va vous permettre de comprendre d'où viennent les 34 400 et les 47 000. Donc, je vais remonter plus haut pour déterminer, pour vous montrer d'où vient. Donc, je prends la fiche des stocks dans la méthode. Voilà la fiche des stocks. Donc, regardez le stock final de A. Stock final de A égale 24 400. Stock final de B égale 10 000. Stock initial de A égale 9 500 et stock final de B, stock initial de B s'élève à 37 500. Donc, si je prends, ça c'est pour la méthode du coût complet. Coût complet. Je descends plus bas pour voir la fiche des stocks dans la méthode du coût variable. Dans la méthode du coût variable, le stock final de A s'élève à 17 400 et le stock final de B s'élève à 6 250. Stock initial de A, toujours dans la méthode du coût variable, s'élève à 6 000 et le stock final, stock initial de B s'élève à 22 000. Donc, je reviens à la concordance. Là où je vous explique devient les 34 400. Donc, 34 400 c'est 24 400. 24 400, c'est le stock final de A dans la méthode du coût complet, plus 10 000, qui est le stock final de B dans la méthode du coût complet. 24 400 plus 10 000, ça fait 34 400. Moins, donc comme on a calculé les 47 000, c'est le stock initial, donc 9 500 plus 37 500. Donc 9 500 plus 37 500, ça fait 47 000. Donc la variation des stocks des produits finis dans la méthode du coût complet s'élève à moins 12 600. Donc, moins 12 600. Pareil, par la méthode du coût. Donc, ici, ce n'est que l'explication de la première ligne. Devient 34 400 et 47 000. Pour la deuxième ligne, donc pareil,
c'est-à-dire la variation des stocks des produits finis dans la méthode du covariable, ce qu'on appelle la production stockée. La production stockée, c'est-à-dire la variation des stocks des produits finis. Et si on est dans la méthode du covariable, on va calculer la variation des stocks des produits finis dans la méthode du covariable. Donc, le stock initial de A, le stock final de A s'élève à 17 400 plus 6 250 plus moins le stock initial de A et de B. 6 000 plus le stock initial de B, 22 000. Donc voilà, vous allez trouver moins 4 350. Donc la différence entre les moins 12 600 et les moins 4 350 vous donne les moins 8 250. Ce que vous avez ici, différence d'évaluation sur production stockée, c'est moins 8 250. Quelle est l'origine de ça? C'est moins 12 600, moins 4 350, ça fait moins 8 250. Les moins 8 250, c'est la différence d'évaluation sur production stockée entre les valeurs, la production stockée de la méthode du coût complet et la production stockée de la méthode du coût variable. Donc, la marge sur covariable globale qui était de 231 650 moins toutes les charges fixes indirectes et directes s'élève à donc 231 650 moins 198 050, ça fait 33 600. 33 600 moins 8 250, vous allez trouver les 25 350. C'est le résultat de la méthode du coût complet. Donc, cette approche, on l'appelle la concordance. C'est le rapprochement entre le résultat analytique de la méthode du coût variable, qui est de 231 650, et le résultat analytique de la méthode du coût complet, qui est de 25 350. Comment on passe de là à là? Comment on justifie le passage de 231 650 à 25 350. Donc, c'est la marge. Donc, c'est la différence entre les deux méthodes. La différence entre les deux méthodes, ce sont les charges fixes, directes et indirectes. Donc, je prends la marge sur covariable globale, c'est-à-dire le résultat analytique de la méthode du covariable, moins toutes les charges fixes. Donc, là où vous avez des charges fixes, vous devez les déduire. Donc, vous avez 158 000. Donc, vous allez trouver dans le tableau de répartition des charges indirectes le total des charges indirectes 44 000 pour l'administration, 88 000 pour l'atelier et 26 000 pour le service commercial. La somme des trois vous donne les 158 000. Après, vous avez le coût de production de A et le coût de production de B. Le coût de production de A, vous avez 19 000 et l'autre, vous avez 12 000. 19 000 plus 12 000, ça fait 31 000. Et pareil pour le coût de revient de A et le coût de revient de B. Vous prenez les parties fixes, vous allez les sommer et vous allez trouver les 9 050. Ce qui fait que la somme des charges indirectes, que vous allez trouver s'élève à 198 050. Donc, la marge sur covariable, la marge sur coût variable, 231 650, moins les charges fixes, 198 050, égale à 33 600. Donc, jusque maintenant, on n'a pas trouvé le résultat analytique de la méthode du coût complet. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? C'est la différence, c'est la variation des stocks des produits finis. Donc, c'est pour cela qu'on a intégré la différence d'évaluation sur production stockée. Donc, marge sur covariable, moins les charges fixes, moins la différence d'évaluation de la production stockée égale au résultat du coût complet. Donc, 33 600 plus moins 8 250, donc marge sur covariable moins les charges fixes, plus la différence d'évaluation de la production stockée, 33 600 plus moins 8 250, ça fait 25 350.
Et l'explication de 8250, moins 8250, là, on a calculé la variation des stocks des produits finis dans la méthode du coût complet pour A et pour B, et la variation des stocks des produits finis pour A et pour B, mais cette fois-ci dans la méthode du covariable, on a trouvé moins 4350. On a fait la différence entre les deux, moins 12600, moins 4350. On a trouvé moins 8250. Donc 33 600 plus moins 8250 vous donne le résultat analytique 25 350. Et pour bien sûr voir est-ce que vous avez compris ou pas, essayez de faire la même chose pour la troisième méthode qui est la méthode du coût spécifique. Vous allez calculer le résultat analytique global de cette méthode et vous allez faire le rapprochement avec la méthode du coût complet et vous allez trouver la même démarche, la marge coût spécifique moins les charges fixes indirectes, vous n'avez pas encore déduit les 158 000, vous allez trouver un montant qui ne correspond pas à 25 350. À ce montant, vous allez bien sûr intégrer, ajouter la différence d'évaluation de la production stockée, c'est-à-dire vous allez toujours trouver des moins 12 600 pour la méthode du coût complet et vous allez recalculer pour la méthode du coût spécifique la variation des stocks des produits finis et vous allez faire la différence entre ces deux et par la suite vous allez l'ajouter à ce que vous avez trouvé après avoir déduit les charges fixes indirectes de la marge sur coût spécifique et vous allez trouver à la fin le résultat du coût complet et ça va être l'objet bien sûr dans notre vidéo prochain, le vidéo numéro 9. Donc, la vidéo arrive à sa fin. Donc, j'étais un peu. Donc, j'étais pas bref. J'ai fait un peu vite parce que le temps presse et je dois terminer la série d'exercices que vous avez déjà. Ça fait longtemps dans ma page, sur ma page web. Donc, je vous souhaite bonne préparation et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.